s'agit d'un acronyme qui est devenu synonyme de terreur. Goulag pour administration principale des camps. C'est ce système soviétique de camps de travail forcés qui a connu son apogée sous le régime de Staline. Criminels de droit commun, dissidents, opposants politiques, mais aussi de nombreux innocents y étaient enfermés, souvent très longtemps. Les chiffres restent incertains et controversés, mais on estime entre 10 et 18 millions le nombre de personnes qui seraient passées par ces camps. Entre 1 et 2 millions y seraient mortes. Sur les 600 camps répartis à travers l'Union soviétique, un nom a inspiré la terreur plus encore que les autres. Kolyma, l'un des endroits les plus reculés et inhabitables de la planète, mais dont le sol givré regorge de matières premières. Le travail des prisonniers consistait à extraire les métaux précieux malgré le froid, la faim et des conditions de vie qui, pour beaucoup, menaient directement à la mort. Nos reporters Armen Georgian et Ksenia Bolchakova sont allés à Magadan, au centre du goulag de Kolyma, 60 ans après sa fermeture. Une ville où certains essaient de perpétuer la mémoire du camp, alors que d'autres préfèrent l'oublier pour tenter de changer l'image de cette ville au passé si lourd. Voici le reportage. La voilà ma maison. À l'époque, la clôture n'était pas en béton, ce n'était que des barbelés. Et là, dans le coin, c'était ma cellule. C'est là que j'étais détenu. Voici ce qui reste de la prison numéro 4 du camp de Magadan. Ces cellules, ces sous-sols gelés étaient réservés aux fortes têtes, comme Vassili. Il nous donnait 200 grammes de pain et 200 millilitres d'eau par jour. Le pain n'était pas plus grand que 3 boîtes d'allumettes, comme ça. Vassili a passé 6 ans dans les pires camps soviétiques. Il y a tout connu, les cellules d'isolement et les travaux forcés. Accusé de nationalisme ukrainien, il est écroué en 1950. Il avait à peine 20 ans. Nous sommes au Masque du Chagrin, le seul monument de Magadan dédié aux victimes du goulag. À l'intérieur, une cellule a été reproduite. Vassili reconnaît certains objets de camp familiers, mais la mise en scène ne lui plaît pas. On n'a jamais eu de plafond aussi haut. Mais ma cellule, elle faisait ça de large. 90 cm, c'est tout. Pour le vieil homme, ce monument ne reflète en rien l'horreur de l'expérience concentrationnaire. Il ne dit pas non plus que Magadan a été bâti grâce aux travaux forcés. Dans les années 30, plus de 900 000 prisonniers sont acheminés ici. Les Zèques, comme on les appelle alors, bâtissent une ville moderne et la gigantesque colonie pénitentiaire, d'où ils seront expédiés vers les camps de la région. La majorité des détenus est arrivée par bateau. Ils ont foulé du pied cette jetée. Aujourd'hui, la mer n'apporte plus de prisonniers, juste du poisson. Ce bateau là-bas part vers les eaux profondes pour me ramener de la sole. Denis est un jeune entrepreneur. Récemment, il a monté sa société de production de poissons, malgré les difficultés. Quand on voit l'infrastructure à Magadan, c'est pas la joie. On est ici au principal port de pêche en mer. Et tout ce qui reste date de l'époque soviétique. Mais Denis fait des affaires, car les eaux de Magadan sont riches en saumon. Il nous emmène à son usine de traitement. Ici, une vingtaine d'employés assidus lavent, vident et salent le poisson. On met aussi de côté les œufs de saumon, que les Russes appellent caviar rouge. Un business qui tourne à plein régime. Denis vient d'ouvrir 4 magasins en ville pour vendre directement sa production aux consommateurs. Dans mon cas, je crois que le proverbe russe qui dit « Tu seras utile là où tu es né » fonctionne. Je nourris de poissons les habitants du coin et c'est merveilleux. Je suis socialement utile et je sais que les gens ont besoin de moi. Beaucoup de ses amis n'ont pas suivi cette voie. Un tiers ont quitté Magadan juste après le lycée pour faire leurs études dans les grandes villes du pays et leur vie ailleurs. L'an dernier, 1000 personnes ont quitté la région. Depuis la chute de l'URSS,
le nombre d'habitants a été divisé par 2. Pour montrer à la jeunesse qu'elle a toute sa place à Magadan, les autorités locales organisent ce festival à la fin de chaque année scolaire. Cette fois-ci, un boys band de Moscou a fait le déplacement. Le gouverneur en personne participe aux festivités. Nous avons de grands projets pour vous. Bientôt, nous produirons du pétrole et du gaz à Magadan. Nous allons ouvrir de nouvelles entreprises de chercheurs d'or et beaucoup d'autres sociétés qui vont donner des opportunités aux jeunes. Une ville dynamique, c'est la nouvelle image de Magadan promue par son gouverneur. Sa priorité, le futur de la région, un futur dans lequel la mémoire du goulag n'a plus beaucoup de place. Il n'y a pas de route qui mène au camp, pas de musée du goulag ici. Vous dites que la mémoire est importante, mais rien ne se fait pour la préserver. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous travaillons. Nous avons déjà un concept pour un musée. Et je suis certain qu'il ouvrira très bientôt. Mais dans le centre-ville, on pourrait facilement croire que le goulag n'a jamais existé ici. L'ancien siège du NKVD, la police secrète soviétique, accueille aujourd'hui les bureaux du gouverneur. Quant à l'Assemblée régionale, elle se trouve dans ce bâtiment, aux façades refaites à neuf. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Aucune plaque qui indique ce qu'était cet endroit. Pourtant, c'est ici qu'étaient amenées les victimes de répression, les prisonniers politiques. Ici qu'étaient menées certaines enquêtes et que les prisonniers étaient torturés. Selon certaines sources, certains étaient fusillés ici même. Au musée de l'histoire régionale sont exposés pêle-mêle animaux empaillés, reliques de la Seconde Guerre mondiale, photos de pionniers arrivés ici dans les années 30. Une salle est quand même consacrée au camp, mais le nombre de victimes n'est cité nulle part. 130 000 sont mortes ici, un déporté sur 7. Notre guide, Sergei Efimov, préfère nous montrer ce tableau peint par un prisonnier. Ici, on peut voir comment se construisait notre principale route. Oui, c'est vrai, certains l'appellent la route des ossements. Mais on voit ici que ce n'était pas si terrible. Alors oui, des prisonniers mouraient, mais c'était surtout à cause d'accidents techniques. On pourrait aussi dessiner quelques gardiens armés de fusils et le tableau serait plus complet. Mais c'est ce qui manque ici. À l'époque, on ne les montrait pas. Et puis, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que les sentinelles sont allées boire le thé? Sa légèreté surprend. Elle rappelle la propagande soviétique et ces images d'époque où on ne voit pas les corps de prisonniers morts sur le chantier, dont certains, selon de multiples témoignages, étaient incorporés dans la chaussée. Les règles imposées dans les camps étaient terribles. Une horreur indescriptible. Nous étions toujours escortés par des soldats et des chiens. Nous allions au travail les mains derrière le dos, la tête baissée. Si tu sortais du rang, ils tiraient sans sommation. Si tu levais la main pour t'essuyer le nez, ils criaient « à terre ». Certains avaient le temps de le faire, d'autres, trop lents, étaient abattus. Après 11 années de camp, Olga est libérée en 1956, mais elle est condamnée à l'exil. Il lui sera interdit de quitter Magadan et de rentrer chez elle en Ukraine, jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Je me pose encore cette question. Pourquoi ai-je été condamnée? Je ne sais toujours pas pourquoi. Pourquoi elle m'a envoyée ici? Nous décidons de prendre la route. Cette fameuse route des ossements empruntée un jour par Olga et les autres zèques. Avec nous dans la voiture, Ivan Panikarov, un passionné de l'histoire du goulag. Il va nous guider vers ce qui fut l'un des plus grands camps de travail de la Kolyma. À 600 km vers le nord, non loin de Yagodnoye. 12 heures plus tard, nous arrivons à Elgen. Ici, c'était un camp uniquement pour femmes.
Il a existé de 1935 à 1955. Parmi les prisonnières injustement condamnées, il y avait quelques personnes devenues célèbres ensuite, comme l'auteur du Vertige, l'écrivain Evgenia Ginzburg. Au total, jusqu'à 5000 détenus pouvaient vivre ici. Les températures atteignent moins 60 en hiver, en été, les insectes ne laissent aucun répit. Les barbelés sont encore là. Et dans les décombres, Ivan trouve un vatnik, un manteau typique de l'époque. Il est très probable qu'il ait appartenu à un prisonnier, car il est rapiécé de partout. Et il n'en avait qu'un par tête. Ils en prenaient soin. Un objet qui va rejoindre sa collection, débutée il y a plus de 30 ans. Dans son appartement, Ivan a créé ce musée privé. Il y expose ses objets de la vie de Zec. Il amasse scrupuleusement des documents sur la période. Ici aussi, il y a une carte du goulag. Ivan l'a faite lui-même. Tous ces points noirs, tout ça, ce sont les camps. Il y en avait au minimum 500 dans la région, si on compte aussi les plus petits. Il a aussi recueilli les témoignages de plus de 40 000 survivants. Pour en faire un livre, il cherche des financements. Auparavant, il bénéficiait de bourses de fonds privés internationaux, mais depuis la loi sur les ONG, un texte qui stigmatise comme agents de l'étranger tous ceux qui reçoivent des dons non russes, cette source s'est tarie. Avec cet argent, j'avais pu publier une vingtaine de livres. J'ai emmené des écoliers sur les sites des anciens camps. Pourquoi devrais-je me définir comme agent de l'étranger, un ennemi, alors que tout ce que je fais, c'est pour la Russie, pour préserver son histoire? Une humble obstination confrontée à une réalité. Les traces du goulag s'effacent, dans les esprits comme dans le paysage. Ces images aériennes montrent le camp de Dnieprovski à 600 km de Magadan, ses baraques en ruine et surtout la taïga qui recouvre tout. La nature reprend ses droits et de l'horreur des camps ne reste aujourd'hui qu'un héritage, les mines. Pour extraire l'or, les machines ont remplacé les zecs. Le bal des pelleteuses continue 24 heures sur 24. Tous ces gros cailloux, la terre et l'or mélangés, tout ça, ça part derrière, là, dans la centrifugeuse. L'or est séparé du reste et arrive dans le décanteur qui est juste en bas. Il ne reste plus qu'à ramasser des petites pépites comme ici. Mais surtout, ces paillettes et la poussière d'or, ici près d'1 kilogramme du métal précieux. Le tout est ensuite ramené à la base, un petit village où vivent et travaillent les 215 employés de Nikolai Dergenets. Nikolai est arrivé ici il y a 45 ans, de la Sibérie voisine où ses deux parents, soupçonnés de collaboration avec les nazis, avaient été envoyés au goulag. Le business de l'or, il ne l'associe plus du tout à l'économie des camps. On m'a proposé de faire des documents disant que j'étais le fils de victimes de répression. Mais je ne l'ai pas fait, j'en ai pas besoin. C'était une autre époque, aujourd'hui tout est différent. Et puis mon père m'a toujours dit, les choses reviendront à la normale. Et moi je ne veux pas juger Staline, c'était pas un si mauvais bougre. Si les enfants des victimes ont tourné la page, tous n'ont pas pu se débarrasser des fantômes du passé. Dans ce quartier, vit un témoin rare de cette époque. Natalia avait 6 ans quand son père est arrêté en 1939, 7 quand il est fusillé. Elle sera envoyée à l'orphelinat. Les autres enfants me traitaient de traître, de petite ordure. J'ai eu tous les mauvais noms possibles, j'étais une petite merde. Débute une enfance difficile, loin des dorures du Kremlin et des dachas d'État où logeait son père, Nikolai Yezhov, chef suprême du NKVD de 1936 à 1938, il signe 14 000 ordres d'exécution, envoie des milliers d'innocents au goulag. Son nom reste synonyme de la terreur stalinienne. Un jour, je me suis cachée dans son bureau et j'ai trouvé un bel album photo avec du beau papier.
À l'intérieur, il y avait des photos d'enfants. Des enfants morts et démembrés, sans bras, sans jambes. J'ai eu peur, si peur que je suis partie en courant. Natalia a changé de nom de famille. Elle s'est installée à plus de 10 000 km de la capitale, mais son passé ne l'a jamais quittée. Le nain sanguinaire, l'assassin. Voilà comment les Russes surnomment encore son père. Que tout le monde le déteste, mais moi je ne peux pas. C'était un homme gentil, un homme bon malgré tout. Magadan, où les destins des victimes et des bourreaux sont entremêlés. En quittant Natalia, on se dit que la ville aura du mal à faire le deuil de son passé. Malgré les efforts de Sergueï, qui milite pour en préserver l'histoire, l'enthousiasme de Denis, qui croit à ses nouveaux horizons, ou encore la persévérance d'Ivan, qui rêve qu'un jour, son musée du Goulag devienne un musée accessible à tous. Reportage d'Armen Georgian et Ksenia Bolchakova. C'est la fin de cette édition. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau billet retour.